Aujourd'hui, je vais vous présenter Kubernetes the Right Way. Je suis qui pour dire que je sais c'est quoi la bonne manière d'utiliser Kubernetes? Mon nom, c'est Michael, vous le savez. Je suis CTO à BotPress, mais j'ai aussi été un platform engineer pendant 6 ans. J'ai déployé Kubernetes dans des workloads de production qui étaient énormes. J'ai vraiment aidé des équipes à scaler avec cette plateforme-là. Donc, j'ai quand même un bon background pour être capable de dire que je sais un petit peu comment gérer Kubernetes. Première chose, évidemment, c'est de savoir un peu c'est quoi Kubernetes. Je vais l'expliquer de manière vraiment simple, mais évidemment, c'est un petit peu plus complexe que ça. Ce que vous voyez en bas, là, ici, c'est des serveurs. Kubernetes, lui, il va manage une fleet de serveurs, puis il va être capable de déployer des images Docker sur ce serveur-là. C'est lui qui va scheduler les images et rouler, puis ton application, comment elle roule. S'il y a un serveur qui tombe, il va s'assurer d'enlever les images et de les rouler sur un autre serveur. Évidemment, s'il y a besoin de plus de compute, il va spin up un nouveau serveur, puis il va mettre du compute sur ce serveur-là. C'est la base de Kubernetes, c'est vraiment ce qu'il faut se rappeler quand on pense à cet outil-là. Évidemment, ce n'est pas la seule chose qu'il y a dans Kubernetes, il y a plein d'autres choses. Aujourd'hui, ce que je veux vous présenter, justement, c'est une manière d'éviter de mettre toute cette complexité-là sur le dos des devs. Si j'avais un peu expliqué la tech, puis je faisais une référence à des armes, ça ressemblerait un peu à ça. Évidemment, Assembler, c'est un peu bare bone, c'est un petit peu plus puissant, mais tu peux te faire mal avec. Si je prends la même métaphore pour Kubernetes, ça ressemblerait à ça. Évidemment, quelque chose de vraiment puissant, mais tu peux te faire mal avec. Il faut que tu saches comment l'utiliser pour aller chercher toute sa puissance. Je vais vous donner un scénario pratique pour toute l'explication aujourd'hui. À gauche, on a Georges, le gars d'infra, le platform engineer, le gars qui sait comment utiliser Kubernetes, qui connaît AWS par cœur. Et à droite, on a Bob, le full stack, le gars qui fait du front-end, du back-end, qui veut vraiment shipper des features une après l'autre, qui ne veut pas apprendre toute la complexité de Kubernetes parce que son seul but, c'est de shipper des features. En réalité, on a 20 Bob. Parce que ce que je veux mettre l'emphase dessus, c'est que ce que Georges fait, c'est augmenter la vélocité de Bob. C'est d'être capable de dire, je vous donne des features sans que vous ayez la complexité de Kubernetes pour aller plus vite, pour shipper plus vite. Donc, avoir un ratio de une personne pour un Georges pour 10 Bob, c'est vraiment un bon ratio. C'est le type de ratio que tu vas dire, il faut que Georges augmente les devs de 10 %. Donc, si Georges est capable de faire sa job comme il faut, en réalité, l'équipe va aller 10 % plus vite. Comment on set up Kubernetes? Évidemment, tous les cloud providers ont une version de Kubernetes préfaite pour nous autres. Et on peut même le faire on-prem, si on voudrait. Je ne le conseille pas. Kubernetes, elle a été faite pour ça au début. Maintenant, évidemment, si on veut utiliser Kubernetes, on va aller plus vers des outils qui le déploient pour nous. L'outil que Georges va utiliser pour déployer ces clusters Kubernetes-là, c'est Pulumi, un outil d'infrastructure as code vraiment simple, il va juste l'utiliser pour déployer Kubernetes. Kubernetes, c'est une plateforme d'abstraction. Ça permet d'abstraire comment lancer des containers, comment gérer un workload, faire du networking, des volumes. La plupart de ces features-là viennent des cloud providers. Kubernetes va se plugger avec les API des cloud providers pour nous donner ces features-là. Il y a d'autres features qu'il faut implémenter nous-mêmes pour avoir accès à toutes les fonctionnalités de Kubernetes dans son entièreté. Et justement, Georges va installer ces plugins-là supplémentaires pour setuper un cluster Kubernetes pour que ce soit production ready. La première chose qu'il va mettre en place, c'est Ingress Controller. On va utiliser Traefik dans ce cas-là. C'est une manière qu'Internet parle à notre cluster. C'est comme l'API Gateway à travers laquelle Internet va faire passer pour aller router à l'intérieur de notre cluster Kubernetes. Prochaine chose, Cilium, Container Network Interface. Ça a l'air bien compliqué. C'est juste l'outil qui permet à Kubernetes de setuper son network. Comment il gère ses adresses IP, ses route tables, vraiment le côté networking de Kubernetes. Il y a plein de plugins. Si vous n'utilisez pas Cilium, ben, vous ne faites pas une bonne job parce que c'est le meilleur. Certificate Manager pour être capable d'avoir des certificats, avoir un call HTTPS vers notre cluster. Grafana pour avoir de l'observabilité par-dessus. Et DNS Provider pour être capable de setuper un DNS, donc un domaine qui pointe vers notre cluster.
Donc, en installant tous ces tools-là, je vais avoir un cluster qui peut recevoir des requêtes sur un endpoint qui est HTTPS et je vais avoir une grosse visibilité par-dessus mon cluster. Je vais être capable de voir tout le CPU de mes instances, vraiment avoir une compréhension complète de ce qui se passe dans mon cluster. Là, j'ai dit que j'installais ces outils-là. Il y en a d'autres qu'on peut installer. Il y en a énormément. Si on commence à toutes les installer les unes après les autres, on va devenir fou. On a un cluster qui est production ready. L'objectif, c'est, une fois que c'est fait, on veut mettre du workload dessus, on veut mettre une application qui roule. Pour la configuration de mes outils, l'installation, ça a l'air bien simple, mais il faut quand même que je le fasse d'une certaine manière. Je vais utiliser un outil qui s'appelle Helm pour déployer ces 5 différents outils-là dans mon cluster Kubernetes. Helm, c'est assez simple. Je vais prendre Grafana comme exemple. Je veux utiliser Grafana et l'installer dans mon cluster Kubernetes. La compagnie, Grafana, elle va créer ce qu'on appelle une chart Helm pour pouvoir dire voici comment déployer mon application dans Kubernetes. Nous, la seule chose qu'on a à faire, c'est utiliser cette chart-là, la configurer un peu, et ça va tout être fait pour nous. Configuration vraiment simple, un fichier qui s'appelle values.yaml, on rentre quelques configs dedans, et après ça, on colle une ligne de commande, et j'ai mon application Grafana qui est déployée dans Kubernetes. J'ai juste eu besoin de faire ça pour réussir à déployer Kubernetes. Helm, c'est vraiment génial parce qu'il y a un hub qui est disponible pour aller chercher toutes les charts que vous avez besoin. La plupart des compagnies qui ont des outils open source, ils vont avoir un chart disponible pour déployer leur app sur Kubernetes. Ce que j'ai montré, le petit fichier YAML, la plupart des outils open source, un petit fichier YAML de rien, disponible, highly available, production ready. Vous partez avec ça. Aujourd'hui, j'ai dit que je voulais abstraire un peu la complexité de Kubernetes puis permettre à Bob de déployer son application. Pour réussir à faire ça, on va créer une chart pour nous-mêmes, pour la compagnie. On va l'appeler Simple App Deployment. SAD pour short. Donc, Georges, il a fait tout ce travail-là, un bon 2 semaines de travail, pour être certain qu'il y a un cluster de ready, tous les outils pour déployer. Il manque juste à donner ces outils-là à Bob pour qu'il puisse déployer. Fait que pendant ce temps-là, Bob, lui, il a créé son app. Il a créé un Smart Gym. C'est l'app qu'il voulait créer aujourd'hui. Smart Gym, tu t'en vas au gym, tout est AI-based, tu fais tes exercices, tu reçois des notifications fin du mois pour dire tu pourrais faire tel exercice pour améliorer ta course. Vraiment high-tech gym, 1000 locations différentes, vraiment gros système distribué complexe. Évidemment, j'ai fait un petit peu plus compliqué pour la démo d'aujourd'hui. Faites pas ça, c'est over-engineer pour rien. Tu as des IoT devices qui sont dans tous les gyms pour keep track des trainings, de savoir combien de reps tu as fait. Une application web, une application mobile pour voir tes stats. Ça passe à travers un API Gateway, comme j'ai dit tantôt. Un système d'authentification, un back-end, un IoT Control Plane. Ça s'appelle Thingsboard. C'est un outil open source qui existe pour pouvoir gérer une fleet de IoT devices. Real-time processor pour gérer le vidéo feed qui passe au travers. Télémétrie API pour saver le data qui passe à travers notre vidéo feed. Job Reporter pour qu'à la fin du mois, on envoie la job. Et Notification API pour envoyer la notification à toute notre clientèle. Okay, gros système, tout se parle, vraiment compliqué. Bob veut déployer ça en prod, ça marche sur sa machine. Qu'est-ce qu'il fait? Avant que je continue, y a-t-il quelqu'un qui peut me dire c'est quoi les étapes de Application Delivery? C'est quoi tu fais quand tu veux deliver ton application? À main levée. OK, build, c'est bon. Il y en a probablement d'autres, oui? Deploy, OK, build, deploy. Il y en a-t-il d'autres? Test, OK. Un autre? Oui, c'est bon. Package, ça rentre un peu dans build, la création d'artefacts. Donc oui, il y a vraiment beaucoup de stages quand tu déploies une application. C'est ceux que j'ai listés. Probablement qu'il y en a d'autres. C'est un peu ma manière d'avoir les différents steps. Évidemment, tu crées ton projet au début. Première étape, si tu veux déployer ton app. Tu le développes, évidemment. Tu vas builder, tu vas tester. Migrate, deploy, je les ai séparés. Souvent, tu vas les faire en même temps. Au moment de ton déploiement, tu vas migrer. Des fois, tu veux le séparer, ces deux étapes-là. Avoir une étape de migration qui fait une migration un petit peu plus complexe et une étape de déploiement où est-ce que tu vas déployer ton app. Ensuite, il y a un release. Séparer le déploiement et la release, c'est vraiment important. Tu vas être capable de déployer tout le temps ton app en prod, mais pas nécessairement releaser les features à tes users. Ensuite, tu as le moment de gérer ton runtime,
Gestion des ressources, CPU, RAM, le disque, si tu as besoin d'avoir plus de RAM, d'augmenter. Et l'observabilité, donc le monitoring, s'assurer que tout roule correctement et d'aller voir à chaque jour si on est capable de garder une bonne maintenance en fonction de la scale. Donc, on a plein d'étapes. Aujourd'hui, je vais juste me concentrer sur build puis deploy. Ça va quand même être assez. L'objectif, c'est vraiment de builder toutes les applications de Bob et de déployer ces applications. Maintenant, Bob, il a toutes ses apps. Il veut builder et déployer. Donc, chacune des apps que j'ai mentionnées, il faut aller regarder c'est quoi l'étape du build, qu'est-ce que je vais faire, puis c'est quoi l'étape du deploy, qu'est-ce que je vais utiliser. Premier, web app, c'est une application statique qui roule sur un site web. Je peux utiliser CloudFront plus S3 pour faire ce déploiement-là. Une des choses à se rappeler, c'est que si tu as un marteau, il ne faut pas que tu l'utilises pour tout. Je ne l'ai pas mis dans Kubernetes, il y a une raison. CloudFront plus S3, c'est vraiment bien. Si tu essaies d'utiliser l'outil pour toutes les sources possibles, c'est une mauvaise idée. Kubernetes a ses forces. Une de ses forces, c'est pas de déployer un site web statique. Utiliser le bon outil pour faire ça. Prochaine, NAP Expo, React Native. Évidemment, je build avec Expo, je déploie sur l'App Store. Hot. En fait, toutes mes autres backends, je vais builder une image Docker et déployer avec mon SAD Application Deployment. Simple Application Deployment. Job Reporter, c'est un petit peu plus différent. Évidemment, c'est une Docker image que je vais utiliser, mais le behavior d'une job qui roule, qui a un début et une fin, ce n'est pas un serveur qui roule en continu, faut que tu le gères d'une manière un peu différente. Fait que je vais créer une autre chart pour des jobs, le concept de job. Fait que Simple Job Deployment, SJD. Et pour IoT, évidemment, je n'ai pas de build, c'est une app open source, c'est déjà buildé pour moi. Par contre, évidemment, j'ai une Helm chart que je peux aller utiliser pour déployer cette app-là. Quand tu veux créer ton projet, souvent, tu vas lister les différentes spécifications de ton projet. C'est quoi le port que j'utilise? C'est quoi le container? Est-ce que c'est disponible sur Internet ou est-ce que c'est dans mon réseau privé? Il y a une méthode de le définir qui est standard, une spec qui s'appelle Score. Pas obligé de l'utiliser. Moi, je ne l'utilise pas aujourd'hui, mais je voulais le mentionner. Maintenant, Bob, ce qu'il est allé faire avec toutes ses apps et tout son build, son deploy, il est allé dans le repo de Georges et il a créé la liste de toutes ses apps avec les différentes méthodes de déploiement. Comme là, j'ai ma web app qui est dans un certain repository de type S3 Website. Le projet Realtime de type Simple App Deployment. Fait que pour chacune de ces apps, il va aller dans un fichier puis il va juste définir la définition de son projet. Right? C'est quoi le type de déploiement, où est-ce qu'il est situé. D'autres paramètres, je n'en parle pas, pour garder ça simple. Georges va utiliser Pulumi pour prendre la liste de tous ces projets-là et de créer les credentials que tu as besoin pour déployer son app. Donc, ce n'est pas le déploiement des apps qu'il fait. Il crée juste les credentials puis la base que les apps ont besoin pour être déployées. Par exemple, pour le S3 website, il va créer un bucket S3 puis CloudFront. Comme ça, on va pouvoir déployer dans le bucket S3 plus tard. Pour Simple App Deployment, il va créer des credentials Kubernetes pour pouvoir déployer dans Kubernetes. Fait qu'il ne va rien faire d'autre, il va juste donner ces credentials-là. Il va les synchroniser dans un outil de secret management. Ici, j'ai utilisé Intrinsical. Il y en existe plein. Tu peux utiliser Secret Manager, tu peux utiliser Vault, il y en a des milliers. Et il va aussi donner accès au repository pour aller chercher ces secrets-là. Fait que, exemple, le projet Realtime, qui est probablement dans son propre repo, qui s'appelle API, il va donner des creds au repository pour aller chercher les secrets que j'ai mis dans Intrinsical. La deuxième chose qu'il va faire, il va générer un fichier TypeScript puis le mettre sur un site web statique. Donc là, il faut qu'il réussisse à tout mettre ça ensemble. Georges, il va créer une genre de lib pour le faire. On va l'appeler Deploy and Build, DAB. C'est notre lib. Fait que Georges, lui, il va créer, je vais utiliser TypeScript ici, on pourrait le faire dans plein de langages. Dans son propre repo, il va créer la lib DAB avec Deploy et Build pour tous les types qu'on a mentionnés plus tôt. Fait que Build Docker, Build Expo, Deploy Expo, Deploy Simple Job, Deploy Simple App. Fait qu'il y a une fonction pour déployer et pour builder les différentes composantes que j'ai dit tantôt. Si vous voyez en bas ici, j'ai Generate Code. Ce que ça fait, c'est que ça va venir générer un URL ici
avec chacun de nos projets. Donc, j'ai pris la liste de projets que j'avais, j'ai roulé la fonction GenerateCode pour générer un fichier statique qui contient ça ici. Pour chacun de mes projets, j'ai le nom du projet .build, le nom du projet .deploy. Si je rentre un petit peu plus en profondeur, le code que j'ai généré ressemble un petit peu à ça. Évidemment, c'est vraiment une version simplifiée. Il y a quelques endroits ici qui sont dynamiques dans mon code généré. La plupart du reste, c'est vraiment un template statique. Donc, ce que j'ai fait, je suis allé générer un fichier TypeScript avec chacun de mes projets, pré-templaté. Puis les seules parties qui changent, c'est en fonction de la config que j'ai mis dans le projet. Ici, je vais deploy simple app, ça va juste changer dynamiquement en fonction de quel type de déploiement j'ai choisi. Fait que là, j'ai une fonction pour builder et une fonction pour déployer qui est disponible sur une URL. Une fois que j'ai ce fichier-là, Bob peut l'importer dans son projet et juste caller l'action build pour builder son projet. George a abstrait l'artefact qui va être envoyé où. Si j'ai un container registry, automatiquement, George il a mis dans la configuration que ça va pusher sur ECR. Bob ne le sait même pas. Il a juste besoin de caller ça. Automatiquement, les secrets ont été mis dans GitHub Action. Fait que si tu roules ce script-là à travers une GitHub Action, et je passe les 2 secrets qui ont été injectés pour moi tantôt pour aller chercher ces valeurs-là, je peux builder mon app et elle va être buildée automatique, envoyée sur mon registry Docker ou, peu importe, Expo. Fait que les artefacts vont être poussés au bon endroit. George l'a préfait pour moi. Je n'ai pas eu besoin d'y penser. Ma méthode de faire, ça serait, quand tu fais une PR, ça build, ça fait un dry run. Donc, tu es capable de voir si c'est capable de builder. Quand tu merges sur master, ça build, ça push l'image sur le registry lui-même. Évidemment, Bob, il faut qu'il fasse un petit peu le même principe pour déployer. Il va venir, il va créer son script pour déployer avec le stat deployment, real-time deploy, petite configuration en fonction de ton app, c'est quoi la config que tu as besoin de mettre. On abstrait Kubernetes ici. On fait juste donner une config. On sait qu'en arrière, c'est ce que ça va faire. En avant, le dev, il a juste besoin de mettre la config qui est importante pour lui. Le port sur lequel il roule, le domaine public sur lequel il va utiliser. Donc, on va vraiment s'assurer qu'on ne push pas la complexité de Kubernetes dans les mains du user, en fait, de notre dev. Même chose, on a une GitHub Action qui va juste rouler ce script-là. Méthode pour déployer que j'aime bien. Quand tu merges sur master, ça va déployer en staging. Et quand tu tags, quand tu utilises des git tags, que tu l'appelles production, tu l'appelles d'autres noms, les git tags vont déployer en prod. Donc, on peut utiliser les tags git pour déployer. Bon, là, j'ai buildé mon app. Je l'ai déployé en prod. J'envoie une requête. Je reçois un 500. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que mon app n'est pas capable de rouler? À main levée. Qui a dit ça? Exactement. Il n'y a pas de BD, là. Right? J'ai déployé un serveur qui roule, mais je n'ai pas de ressources qui viennent avec. La prochaine étape, c'est d'être capable de dire c'est quoi le provisioning des ressources que j'ai besoin pour rouler mon app. Vraiment simple. Je m'en vais dans mon repo de tantôt où est-ce que j'ai défini mes projets. J'ai une petite section ressources où est-ce que je vais définir la liste des ressources qui ont été préfaites par George. George, j'ai défini, chez Smart Gym, tu peux déployer un Redis, tu peux déployer un Postgres, tu peux déployer X, Y, Z. Fait que j'ai une liste de ressources que j'ai accès et que je vais pouvoir donner à mon app. Évidemment, encore une fois, ça va régénérer le file sur l'URL. Dans mon repo, après, je vais avoir accès à ces ressources-là. Je peux générer le fichier. Je sais exactement c'est quoi les paramètres qui m'ont donné une fois que j'ai créé ma DB Postgres. Fait que toutes les ressources que j'ai besoin, j'ai juste à les définir, ils vont m'être donnés pour moi, puis à mon déploiement, je vais y avoir accès. Aussi simple que ça. Mon app, elle fonctionne. Ma clientèle arrive dans le gym, elle fait son sport, elle reçoit des notifications à la fin du mois, vraiment contente. C'est génial. Bob, il a fait sa job. George, il a donné tous les outils pour faire sa job. Évidemment, ça nous a donné énormément de bénéfices. C'est security first.
Bob, il n'a jamais eu à gérer des secrets. Il n'a jamais copié-collé un secret d'une place à l'autre. Il ne sait même pas qu'il y a des secrets. C'est fait pour lui, c'est injecté en arrière dans son dos. Puis il a juste accès à des fonctionnalités qui lui permettent de builder et déployer. Tu as vraiment low overhead. Dans ton repo, en fait, tu as deux choses à faire. Tu t'en vas déclarer ton projet. Dans ton repo, tu as accès à build, deploy. Aussi simple que ça. Vraiment, Pass Learning Curve, encore une fois, c'est deux places à changer, puis tu as accès à toutes ces fonctionnalités-là. Ça réduit le toil, réduit les tâches manuelles. Donc, tu n'as pas besoin de faire, comme j'ai dit, copier-coller des choses d'une place à l'autre, d'aller avoir 6 étapes pour créer un nouveau projet. Vraiment, vraiment simplifier la tâche de Bob. Permet d'être compliant. Si tout le monde déploie de l'infra à leur propre sauce, vous avez 20 stacks différentes avec des configurations différentes, à chaque fois que quelqu'un crée un bucket S3, il n'est pas compliant, il faut que tu ailles modifier ton bucket S3 pour rajouter le versioning dessus. Là, tu fais ta liste de ressources que tu as besoin. Georges s'assure que ce que tu définis va être compliant behind the scenes. C'est standardisé. Ça nous ouvre vraiment énormément de portes. Quand on a une liste de projets comme ça, après ça, on sait exactement comment c'est déployé. Puis on peut faire des features vraiment, vraiment puissantes en arrière de ça. Je vais en parler un petit peu plus tard. Tu as de l'observabilité. J'ai dit tantôt que je déployais Grafana. Par défaut, c'est tout enabled. J'ai tout standardisé. Mes déploiements sont faits pour moi. Bob, il ne pense même pas, mais dans son dos, on lui donne toute la feature set de Grafana. Et la chose la plus importante, puis ça, il faut vraiment le retenir, c'est self-serve. Bob n'a pas besoin d'aller voir Georges pour faire les tâches qu'il a besoin de faire. Builder, déployer, c'est généré pour lui, il le fait. Il va rajouter un projet, il fait une PR, et il s'est mergé, il y a un nouveau projet. Il n'y a pas besoin, je vais déployer de l'infra, je vais attendre 6 jours avant que Mike aille le faire, puis le projet, il prend du retard. C'est tout fait par Bob. Georges n'a pas besoin d'être dans le loop. Tantôt, j'ai dit que c'était standardisé. Si tu veux introduire un IDP, comme un Internal Developer Platform, comme Backstage, c'est vraiment facile d'aller lister tous tes projets, d'avoir des liens vraiment deep dans ce que tu fais, parce que tout est déployé de la même manière. S'il y a 5 choses à retenir aujourd'hui, la première, ça serait Kubernetes, ce n'est pas le silver bullet. Tantôt, j'ai dit on peut utiliser CloudFront S3 pour déployer notre serveur statique. Il ne faut pas l'utiliser à tout. Kubernetes, c'est vraiment, vraiment, vraiment puissant. C'est quand même une grosse complexité. Puis évidemment que quelqu'un qui connaît Kubernetes va essayer de l'utiliser à la plupart des use cases. Ça ne vaut pas la peine. C'est vraiment, il y a des use cases, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont mauvais. Tantôt, j'ai dit que c'était self-serve. Une des choses qui sont importantes quand tu fais une plateforme comme ça, quand tu fais des outils pour tes devs, c'est de ne pas les enforcer. C'est de les rendre disponibles, puis de laisser les devs les utiliser. Si tu as bien fait ta job, ils vont les utiliser, ils vont aimer ça. Si tu as mal fait ta job, améliore tes tools. Enforce pas le fait que tes devs doivent utiliser ce que tu as fait. Ça permet dans le futur d'avoir une plateforme que tout le monde aime utiliser, pas que le monde chiale puis essaie de... Si quelqu'un veut contourner, il va contourner. Il va trouver une manière de ne pas utiliser ta plateforme. La friction, c'est bien. Qu'est-ce que je veux dire par la friction, c'est bien? Si la raison que j'ai mis la déclaration des projets dans un repo à une seule place, puis que je ne l'ai pas mis dans les repos individuels de chacun des projets, c'est que si tu le mets dans les repos individuels, ça devient vraiment facile de créer des projets. Tu vas avoir une explosion de projets. Le fait qu'il faut que tu ailles l'ajouter dans un repo central, ça rajoute une petite friction. Le monde va y penser avant d'ajouter un projet. C'est une bonne chose. Où je travaillais avant, là, on avait plus que 1000 services. C'était un des gros problèmes après avoir créé une plateforme après 3 ans, en fait, où est-ce que c'était fou l'explosion de services, parce qu'on a rendu ça tellement facile que le monde crée un fichier dans le repo, il y avait un nouveau projet. Fait qu'on s'est rendu avec vraiment quelque chose de difficile à gérer. Il faut vraiment faire attention. Ça, c'est pour le monde qui savent. Le monde qui savent de quoi je parle, ils font de l'infra. Évitez de renommer ce que vous déployez. C'est pas grave, gardez votre nom. De l'infra, souvent, si tu as appelé ton app Service 2, si tu veux le renommer, il va falloir que tu délites ta BD. Fais pas ça. Garde ton nom Service 2, on s'en fout. Tu vas t'éviter tellement de troubles, puis tellement de pain et de downtime à essayer de renommer quelque chose. Fais juste garder le nom, c'est pas si grave que ça. Ou ajoute un alias par-dessus pour si tu veux être content. Dernière chose, don't over abstract. Tantôt, j'ai dit, on va déclarer un déploiement S3 website. Je n'ai pas dit un déploiement statique website.
La raison, c'est qu'il y a beaucoup de tools qui t'offrent ce type de déploiement-là. Tu peux utiliser Netlify, tu peux utiliser Cloudflare Pages, tu peux utiliser S3, CloudFront. Tous ces tools-là ont des avantages, ils ont des features. Si tu abstractes toutes ces features-là, tu vas te ramasser avec le plus petit commun dénominateur entre chacune des plateformes. C'est pas ça que tu veux. Tu veux quand même laisser le feature set de ce que tu offres à tes devs, des différents outils que tu utilises. Il ne faut pas trop abstraire. Il faut faire attention à ça. Bon, Bob a déployé son app. Il peut continuer à faire des features. Il peut shipper vraiment fast avec tous les outils qu'on lui a donnés. Puis Georges, de son bord, lui, il va juste continuer d'ajouter plein de différentes features que Bob va avoir, sans même avoir besoin d'y penser. Il peut rajouter le graphe de projet, fait que le lien entre les différents projets. Il peut rajouter d'autres life cycles que j'ai parlé tantôt. Il peut rajouter un set de feature sets sans que Bob ait besoin de faire quoi que ce soit. Fait que c'est tout fait pour lui. Bob peut se concentrer à juste livrer son app. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Avant les questions, j'avais une petite démo. J'ai eu le malheur de vouloir passer de DigitalOcean avec ma démo à AWS. Donc, ma démo n'aura pas lieu à 100%. Je vais quand même montrer une petite partie de la puissance de Kubernetes. Ici, c'est un petit UI qui nous permet de voir les différentes ressources que Kubernetes a. Et, bon, je vais faire ça. Oui, je pense que je peux zoomer. Ah, yes. Lens, OpenLens. Je l'aime bien. C'est un UI vraiment, vraiment nice. Donc ici, j'ai trafic que j'expliquais tantôt. J'ai une instance. Fait que si on voit trafic, il y a une instance. Je vais le scaler. On va mettre 20 instances. OK? Scale, 20 instances. On va aller voir mes pods, qui est juste la quantité qui est en train de rouler. Donc là, j'en ai plein de pending, Il roule. Ah, 6 secondes, j'ai déployé 20 instances. C'est ça la puissance de Kubernetes. C'est vraiment la rapidité de faire ce que tu as besoin de faire. J'avais un démo qui rajoutait du UI pour qu'on pouvait aller voir l'intérieur des instances. Le fait que j'ai déployé dans AWS, ça a complètement brisé mon démo. Mais, petit overview de qu'est-ce que Kubernetes peut te permettre de faire. Si je retourne ici, 21 sur 21. Ça a été vraiment fast à faire. Imagine quand tu arrives pour déployer et tu vois ce type de déploiement-là. Déploie, 5 secondes après, ton app est live. Tu as un feedback loop vraiment plus rapide. C'est pour ça que j'aime Kubernetes comparativement à, mettons, Fargate, qui prend 15 minutes à déployer. Good. Question? Yes. Pourquoi Fargate, ça prend 15 minutes, Kubernetes, 5 minutes? En réalité, ce n'est pas l'outil qui est le problème, c'est deux outils différents. Je pourrais utiliser Kubernetes puis scheduler des containers dans Fargate. C'est Fargate le problème, c'est pas Kubernetes. Si j'avais ECS avec des machines, ça serait similaire. Kubernetes est quand même plus rapide parce que ça a été hyper optimisé comparativement à ECS qui a beaucoup plus de legacy dans le software. C'est un petit peu plus la raison pourquoi c'est ça. Over-provision aussi, là, tes potes étaient déjà prêts, il y a de la place. Oui, exact. J'avais des instances de prêtes. Donc, oui. Mes instances étaient prêtes, j'ai juste lancé des pods dessus. Chris? Côté coût, là. Ouais, parce que là, c'est ça, pour être provision, le même, c'est plus cher que Fargate. Non, c'est moins cher que Fargate. Ah ouais? La raison. Fargate, si tu veux déployer une app, tu vas lui donner un CPU, 4 GB de RAM. Si tu veux une deuxième app, un CPU, 4 GB de RAM. Là, ce que tu fais, c'est que tu déploies des containers sur des machines. Fait que tu peux avoir une machine à un CPU, 4 GB de RAM et avoir 10 containers qui roulent sur ta machine parce que tes 10 containers n'utilisent pratiquement pas de CPU et de RAM. L'autre chose, c'est des machines EC2. Fait que tu peux avoir des reserved instances, ce que tu ne peux pas avoir dans Fargate. Fait que tu peux diminuer le coût de probablement 30% de juste tes instances qui roulent. Et en plus de ça, Kubernetes est vraiment meilleur à gérer le scaling et la grosseur de tes instances. Il y a énormément de tools qui te permettent de faire ça, de resizer automatiquement. Donc, le coût que tu saves, c'est probablement 40%, autour de 40%. Yes, David? Ouais, la fonction qu'on voyait dans le real-time repo, qui était genre await deploy. Ouais. Ça, dans le fond, ça roule où, dans le fond? C'est aussi que c'est... Ça roule dans le CI, dans GitHub Actions. Exact, dans le CI. Fait que dans le CI, je vais juste caller cette fonction-là. J'ai injecté les secrets d'Intrinsical pour que mon CI soit capable d'aller chercher ma liste de secrets qui ont été créés initialement par le repo d'infra. Puis après ça, tout est injecté pour moi, puis c'est prédéfini, ça va rouler où.
Fait qu'on sait déjà ça va rouler où, on sait comment que l'app s'appelle, on n'a pas besoin de configurer le boilerplate que tu aurais normalement. Yes? Ah ben justement, là, je vais surfer un peu là-dessus. Là, la librairie SAD, c'est ça tout ça? Oui. C'est vraiment super. Ben, l'avez-vous en prod ou c'est juste. Non, on l'a pas en prod. Parce que vraiment, là, moi, pour avoir joué dans SCI et faire beaucoup de pipeline, là, c'est super compliqué, les gamelles et tout. Mais ce que j'en comprends, là, tu me dis si je me trompe, vous avez tout mis votre logique qu'habituellement on met dans une partie, dans une librairie. Pas exactement. TypeScript, Ce que j'ai montré aujourd'hui, c'est pas utilisé en production. J'ai fait différentes parties de ce système-là à différents moments. Puis ça, c'est un peu mon idée de si j'avais à mettre toutes ces pièces-là ensemble, comment je le ferais. Moi, la méthode que j'ai faite, là, j'ai montré du TypeScript. La première itération de ce système-là, c'était du YAML. Fait que dans ton repo, au root, tu avais un flow.yaml qui définissait des choses, tu avais un build.yaml, puis c'était un peu le même principe, mais c'était avec des fichiers YAML. Puis c'était ça, c'est un template de Git Action. Puis, mais là, cette implémentation-là en TypeScript, y a-t-il une dépendance sur Pulumi ou? Non. En réalité, je peux montrer. J'ai ici, mettons. OK. Je donne un petit exemple. Là. J'ai Trafic. Tantôt, j'expliquais le SAT deployment avec Helm. Trafic a sa propre. Excuse. Ah oui, zoom. Trafic a sa propre Helm chart. OK? Fait qu'ici, chart, la chart s'appelle Trafic sur cet endpoint-là. La seule chose que j'ai à faire, c'est configurer les values ici, comme j'ai dit. Fait que j'ai vraiment une chose de configurer, vraiment cette petite affaire-là. Puis moi, je vais aller. Oups. Nice. Rouler ce fichier-là. Il se connecte à mon cluster. OK, ça c'est fait, c'est déployé. Oh, regardez pas mes creds. Aussi simple que ça, right? Fait que là, dans le fond, tu viens comme faire un bundle de ton Helm-chart via ton SAD, qui est l'interface. Exactement. Là, tu exposes juste les paramètres que Georges veut que les devs. Exactement. Donc ici, c'est un mauvais exemple parce que là, je déploie une Helm chart, mais moi, ce que je donnerais à mes devs, c'est juste la partie values ici. Fait que j'aurais buildé ma propre Helm chart à l'intérieur de la compagnie. C'est quoi les valeurs que je donne à mes devs pour pouvoir déployer. Fait que ça, c'est préfait. Là, j'ai utilisé Trafic parce que c'est un outil open source, mais on en aurait une à l'interne, dans le fond, pour pouvoir déployer. Fait que tu pourrais configurer l'endpoint, l'authentification, vraiment ce que tes devs care, le port, tout ce qui est rapport à leur propre app, pas de l'infrastructure, vraiment juste la config de leur app. Puis là, les devs, ils font toute la merde qu'ils veulent en dev, mais quand c'est déployé sur prod, c'est safe à cause de ta librairie SAT. Oui, exactement. Cool. Ah, c'est vraiment sharp. Yes. Si. Si dans Kubernetes, quand tu roules dans le cluster, est-ce que tu dois monitor les nodes, faire le bare metal des machines? Tu as ajouté de l'observabilité là-dessus? Tu as 3 options dans AWS. En fait, tous les différents providers décident comment ils te donnent Cube. Dans AWS, tu as soit tes propres machines EC2 sur lesquelles il va lancer les containers, soit Auto Mode, où est-ce qu'il hide quelle machine. Tu as quand même des machines, mais c'est lui qui les gère. Tu n'as pas besoin de les gérer, de regarder les CPU, la RAM et tout. Et tu as aussi Fargate, où est-ce que tu vois absolument pas les machines. Et c'est un autre set de scheduling. Fargate, je déteste parce que c'est lent. Ça prend genre 10 minutes déployé. Je déteste Fargate. Mais c'est ça. Fait que tu as plusieurs manières de le faire. Là. Tu peux le faire avec des machines EC2. Et est-ce que tu devrais rajouter l'observabilité sur les machines? Oui. Oui, parce que souvent, tu peux avoir une app qui go rogue puis qui va manger tout le CPU de ta machine. Ou évidemment, Cube te donne des features pour pouvoir limiter le CPU, la mémoire de chacun de tes containers que tu lances. Puis il va rescheduler en fonction de ce qui se passe. Mais tu peux avoir une app qui mange le IO ou peu importe. Là. Fait que oui, il faut que tu fasses attention. Puis Cube, c'est vraiment, vraiment puissant. Tu peux avoir des sets de machines avec ce qu'on appelle des taints ou des affinités. Puis Cube va prendre les différents types d'applications et les scheduler aux bonnes places. Fait que c'est une application qui mange plus d'IO, mais tu vas avoir un set de nodes qui est fait pour de l'IO intensive. Puis il va scheduler les apps qui sont IO intensive sur ces nodes-là. Donc, il est vraiment, vraiment puissant pour... C'est fait pour ça. Je pense que ça fait 10 ans que ça existe. C'est rendu avec un set de features incroyable. Là. Donc, tu peux vraiment faire des choses puissantes. Yes, Fleur?
Tu as montré comme 2 tools, là. SAD, Simple Lab Deploy, puis DAB, Deploy and Build, je pense. Ouais. Je suis plus trop sûr lequel est lequel, là. Mais dans le fond, Bob, qui est ton développeur applicatif, qui est ton développeur full stack, lui a été responsable, là, tu disais que c'était bien, ça rajoute de la friction, il fallait qu'il ait rajouté un genre de project definition dans un repo d'infra. Ouais. Après, dans son propre repo à lui, avec son repo applicatif, là, en utilisant ton tool qui s'appelle DAB, il a été capable de faire un genre de DAB Generate, un genre de CLI, pour générer après ça les fonctions que tu peux utiliser. Le DAB Generate dans ton truc, tu sais, ton tool, là, comment lui qui est aware dans ton setup des project definitions, utilises-tu les pierres de GitHub pour aller voir ça? C'est l'inverse, en fait. Ce fichier-là, il est généré dans le repo d'infra, où est-ce qu'il y a accès, en fait, aux définitions de projet. Puis le fichier généré est uploadé sur un API, sur un endpoint. Ah, ok. Puis là, vu que toi, tu as utilisé Deno, ben, tu fais un import. Ou tu pourrais juste copier-coller le fichier local si tu voudrais, là, mais oui. Ok, je comprends. Je comprends. Puis, mettons, faire du code generation par rapport à exposer toutes les fonctions behind, genre, à Bob. Puis, tu sais, lui donner des defaults, tu sais, mettons, genre, lui générer, mettons, du JSON qui serait des defaults, ce serait pas moins compliqué de faire ça. Grosse puissance, c'est d'éviter les étapes manuelles. La grosse puissance de ce type d'approche-là. Évidemment, générer du code, ça apporte sa complexité. Mais quand on regarde ici, là, deploy Helm, si je me retourne dans mon code, j'ai toute cette boilerplate-là ajoutée. Si je l'abstrais puis je génère le code, ça, je sais exactement les valeurs qui vont aller à cet endroit-là. Fait que mon dev n'a pas besoin d'aller mettre toute cette boilerplate-là à chaque fois qu'il a besoin de déployer. Lui, il va juste remplir cette partie-là. Fait que ça permet justement d'avoir une petite étape de plus pour éviter les erreurs manuelles. Puis, autre chose, c'est du code généré. Si jamais Georges veut changer le code puis le rendre plus efficace ou s'il veut rajouter une étape de analyse d'image Docker dans son build d'image Docker, il peut le faire behind the scene. Il n'a pas besoin de demander à tous ses devs d'aller updater tout le codebase de partout. Fait que c'est pas une liste de fonctions utilitaires qu'ils utilisent, c'est une seule, puis behind the scene, on peut rajouter beaucoup de choses aux devs. D'autres questions? Yes, ici. Je ne comprenais pas dans la structure, là, c'est comment est-ce que le full stack dev, lui, il n'avait pas besoin d'aller dans le repo d'Alpha pour aller bumper une version d'une image Docker maintenant pour updater son app. Oui. Si on retourne dans la partie deploy, ça ici, en fait, quand on fait le build, ce que je n'ai pas dit, c'est que ça va builder l'artefact avec le commit sur lequel tu étais sur master. Quand tu déploies, par défaut, ça va utiliser le commit sur lequel tu es. Ça assume que tu l'as buildé, évidemment, que tu as roulé le build. Puis c'est à toi à gérer tes propres GitHub Actions, c'est comment tu veux faire ce scheduling-là, de je build, je deploy. Mais le commit sur lequel tu es va être utilisé pour déployer. Dès que tu pushes pas un registry. Le build push automatiquement au registry. Avec le hash de ton commit, quand tu fais deploy, ça réutilise le même hash sur ton registry sans que tu aies besoin de le faire. On sait que tu vas l'utiliser, ton registry. Fait que, behind the scene, on est capable d'aller aux mêmes places, de référencer la même chose. Yes? Hey, c'est peut-être pas directement avec ça, mais tu as dit au début là, quelque chose qui m'a un petit peu piqué ma curiosité, parce que tu dis je ne conseille pas ça en on-prem. En tout cas, moi j'ai connu des équipes là, à l'Université Laval, entre autres. Le lendemain, pour coder était disponible, ils l'ont déployé, puis ça roule encore, là, puis ça va bien, mais avez-vous une mauvaise expérience? Non, c'est juste... Si tu pars un projet et tu n'as pas besoin d'être on-prem, va pas on-prem. Tu vas vraiment te complexifier la vie. Si ton but, c'est juste de shipper des applications fait avec AWS. Puis je ne l'ai pas dit tantôt, là, mais si tu es une équipe de 5 personnes, utilise même pas Kubernetes. Va vers Vercel, va vers... il y en a plein, des app render, des apps pour déployer pour toi, Netlify. L'objectif de ça, c'est de donner un tool complexe qui te donne vraiment beaucoup de fonctionnalités à toute ton équipe de dev sans te donner la complexité. Si tu es petit, tu vas perdre ton temps à faire ça. Oui, c'est plus une opinion pragmatique. Là. Tu ne pars pas ta startup avec un cluster on-prem à gérer. Non. Oui, exact. C'est plus cette mentalité-là. Oui, je l'ai fait. Quand j'étais chez Stingray, là, la business que je dis qui avait 1000 plus services, là, c'était l'enfer. AWS, Azure, GCP et on-prem.
horrible à gérer. Mais Cube te permet cette puissance-là. Je le conseille juste pas. C'est pas une bonne idée de faire ça. Fais la façon la plus simple, ça va te sauver beaucoup de cheveux. Là. Sinon, tu vas donner le chauve. Yes? Là, à Kubernetes, ça fait quand même une dizaine d'années en tout, ça a fait son temps. Puis, tu sembles avoir justement ton expérience sur les plateformes, les ressources, puis les outils. As-tu une vision si Kubernetes va continuer d'être pertinent ou tu vois d'autres choses dans l'horizon qui attirent ton attention? Kubernetes, c'est un outil de scheduling. Puis, mettons CNCF, qui est Cloud Native Foundation, qui a été pratiquement construit autour de Kubernetes quand ça a été mis open source, font juste construire des outils par-dessus Cube. Là, je ne suis pas rentré là-dedans, là, mais la plus grande puissance de Cube, la raison pourquoi tout le monde l'utilise à plein de choses différentes, c'est que Cube, à sa base, c'est un système de plugins. Il gère des ressources. Fait qu'il gère le life cycle de différentes ressources, puis tu peux créer toutes les ressources que tu veux. Tu pourrais créer une ressource qui s'appelle Postgres Database, puis quand tu crées cette ressource-là, il va automatiquement la scheduler à la bonne place. Quand tu rentres dans les CRD puis dans les operators, ce monstre-là, c'est là que tu deviens fou et tu utilises Cube pour tout faire. Je pense que ça, c'est une mauvaise idée, mais c'est tellement puissant que la communauté se bâtit par-dessus. Fait que je pense pas que ça va s'en aller. Il y a tellement de choses qui ont été faites par-dessus, puis c'est tellement puissant que ça va rester pour longtemps. Oui, il y a des nouvelles technologies qui vont remplacer Docker, Wasm, MicroVM, Firecracker, mais tu peux l'utiliser avec Cube. Cube, c'est un scheduler. Fait que si tu veux scheduler des Wasm, il y a des tools qui existent pour faire ça dans Cube. Donc, non, je pense pas. Le scheduler est vraiment puissant. En arrière, ça peut changer, mais ça va rester l'outil que tu utilises pour faire ce type de manipulation-là avec des serveurs puis de la gestion de ressources. Justement, tu parlais d'opérateurs dans son système. Comment tu vois les opérations des tools? Est-ce que tu vas utiliser des opérateurs ou tu as une autre logique dans ta librairie qui va te permettre de t'aider avec ça? À mon avis, ça, c'est plus une question de qu'est-ce que toi, tu as décidé à l'interne? Parce que tu ne vas pas l'exposer à tes devs. Tu sais, ce que tu exposes, ce que j'ai montré tantôt, c'est une base de données Postgres, puis après ça, j'ai une URL pour se connecter, puis ton app va avoir accès à cette URL-là. Si tu veux utiliser un opérateur pour déployer un stateful set, puis avoir ta BD Postgres qui roule dans Cube, tu peux faire ça. Moi, j'ai plus tendance à aller vers RDS parce que ça a été testé, ça a été battle-testé à fond. Je n'irai pas vers le stateful set avec une database dans Cube. C'est plus difficile des apps qui sont stateful dans Cube. J'irai plus vers une plateforme qui est faite pour rouler des apps stateful que des opérateurs. D'autres questions? Good, merci.